partir des coûts. On calcule tous les coûts que l'entreprise a supportés pour produire un tel bien et pour le commercialiser. Et on ajoute une marge bénéficiaire qui dépend bien sûr des aspirations de l'entreprise, qui dépend des variables du marché, qui dépend aussi de la concurrence, etc., etc. Donc, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à fixer le prix à partir de la demande. Donc, lorsqu'on parle de la fixation du prix en fonction de la demande, on fait référence à deux éléments essentiels. Il y a l'élasticité de la demande, c'est-à-dire la sensibilité de la demande par rapport au prix, et il y a la notion du prix psychologique, ou bien le prix qu'on obtient sur la base du prix d'acceptabilité. Je crois que pour la sensibilité de la demande, vous avez déjà étudié en microéconomie, vous avez étudié l'élasticité et à quoi ça sert cette élasticité. Donc ça permet de détecter la sensibilité de la demande, c'est-à-dire comment varie la demande et la quantité demandée en fonction de la variation du prix. Et sur la base de cette sensibilité, le producteur, ou bien l'entreprise, le responsable, le marketeur peuvent fixer un prix. Est-ce que ce prix doit être élevé? Est-ce qu'il doit être moyen? Est-ce qu'il doit être faible ou bien bas? Donc un petit rappel, on va essayer de il n'y a pas de télécommande, comme ça on ne peut pas travailler sur le tableau. Alors, l'élasticité, comment vous l'avez déterminée? La variation de la demande sur la variation du prix multiplié par le prix sur la demande. D'accord? Ce qui est essentiel, ce n'est pas le calcul de l'élasticité, ce n'est pas uniquement calculer l'élasticité, mais aussi et surtout, c'est de déterminer ça signifie quoi? La signification, et sur la base de la signification, on va essayer d'établir un prix bien déterminé. Donc, on a plusieurs valeurs de l'élasticité. Et pour faciliter les choses, vous avez pris l'élasticité en valeur absolue. Donc il y a l'élasticité en valeur absolue qui est supérieure à 1. L'élasticité en valeur absolue qui est comprise entre 0 et 1. L'élasticité en valeur absolue qui est égale à 1. Et l'élasticité en valeur absolue qui est égale à 0. Que ce soit avec la valeur absolue ou non, donc une élasticité nulle. Quel est l'impact de ces valeurs sur le prix? Donc lorsque l'élasticité est supérieure à 1, ça veut dire que la demande est élastique. Ça veut dire quoi une demande élastique? Lorsqu'on diminue le prix, la demande augmente, même lorsqu'elle est comprise entre 0 et 1. Lorsqu'on diminue le prix, la demande augmente. La demande augmente plus que proportionnellement par rapport au prix. La demande augmente plus que proportionnellement par rapport au prix. Donc, quel est l'impact sur la fixation du prix? Lorsque la demande augmente lorsque la demande varie plus que proportionnellement par rapport à la variation du prix. Lorsque je varie le prix de 1%, la demande va varier de 2, 3, 4, 5. Quel est l'impact sur la fixation du prix? Quel est le prix que je dois adopter dans ce cas-là? Lorsque la demande du bien que je vends, c'est une demande élastique. Est-ce que je dois fixer un prix qui est élevé? Ça veut dire augmenter le prix
vendu, ça veut dire pour augmenter la recette totale de l'entreprise, ça veut dire pour augmenter le profit de l'entreprise, qui est l'objectif ultime. Parce que l'entreprise, pourquoi elle utilise les politiques de prix? Pourquoi même elle utilise le marketing? C'est pour augmenter la rentabilité. C'est ça l'objectif, augmenter le profit. Donc, lorsqu'elle va fixer un prix qui est bas, la demande va augmenter plus que proportionnellement par rapport au prix qui a baissé. Si le prix baisse de 1, on aura moins 1. Et la quantité va augmenter de 2, on aura plus 2. Moins 1 plus 2, ça veut dire égal une augmentation de 1%. La recette totale va augmenter de 1 parce qu'on sait que la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité. Et qui dit augmentation de la recette totale dit augmentation du profit. Donc ça, c'est le premier cas, parce que l'élasticité de la demande est supérieure en valeur absolue, bien sûr, et supérieure à 1. Lorsqu'elle est comprise entre 0 et 1, l'élasticité en valeur absolue est supérieure à 0 et elle est inférieure à 1. Demande faiblement élastique. Ça veut dire qu'il y a que le prix varie, soit il augmente ou bien il diminue. La demande augmente ou diminue. Si le prix augmente, la demande diminue. Si le prix diminue, la demande augmente. Mais cette variation va être moins proportionnelle par rapport à la variation du prix. Ça veut dire si on augmente le prix de 2%, la demande va diminuer de 1% ou bien 1,5% d'une valeur inférieure à 2%. D'accord? Alors, dans ce cas-là, la demande faiblement élastique, quel est l'intérêt de l'entreprise? Comment elle va adopter le prix? Ça veut dire quel est le prix qu'elle doit pratiquer? Est-ce qu'elle doit baisser les prix, augmenter les prix? Et pourquoi? Elle va augmenter les prix. Elle va augmenter les prix, pourquoi? Parce que la demande ne va pas changer d'une façon très importante. Lorsqu'elle va, par exemple, augmenter le prix de 2%, la demande va diminuer d'une valeur inférieure à 2%, 1,5, 1. D'accord? Donc lorsqu'elle va augmenter le prix de 2%, on aura plus de... La demande va diminuer d'une valeur inférieure à 2. Donc on aura toujours un résultat positif. 2 moins 1,5 ou bien 2 moins 1,75 ou bien 2 moins 1,05. Donc on aura toujours un résultat positif. Ça veut dire la recette totale va augmenter. Ça veut dire aussi que le profit va augmenter. Parce que le profit, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Donc si la recette totale augmente, ça veut dire que le profit augmente, bien sûr, les coûts sont les mêmes. D'accord? Et ça, c'est le cas des biens de première nécessité. Lorsqu'on augmente le prix, ou bien lorsqu'on diminue le prix, la quantité demandée diminue ou bien augmente légèrement. Si le prix du lait augmente, je ne vais pas supprimer la consommation du lait. Peut-être que je vais la réduire un petit peu, mais pas énormément. D'accord? C'est le cas des biens de première nécessité. Lorsque l'élasticité en valeur absolue égale à 1, ça veut dire que c'est une demande isoélastique. Ça veut dire qu'il y a une variation proportionnelle entre le prix et les quantités demandées. Lorsque je prends le prix de 1%, la demande diminue de 1%. Quelle est la nature des biens qui correspondent à cette élasticité, à ce type de demande? La nature des biens. Quel type de biens? Pour les produits de luxe, tout d'abord, les produits de luxe n'obéissent pas à la loi générale de la demande. Ça veut dire qu'il n'y a pas une relation en sens inverse entre le prix et la
lorsque je monte le prix, la quantité demandée ne diminue pas, elle augmente aussi. Oui, on peut donner l'exemple de si on ne prend pas en considération la loi générale de la demande. Ça veut dire la relation inverse entre le prix et la quantité demandée. Alors, lorsque l'élasticité en valeur absolue ou bien sans valeur absolue égale à 0, c'est que la demande est inélastique, rigide. Dans ce cas-là, comment on peut agir sur le prix? Le prix, est-ce qu'on va l'augmenter, le diminuer, ou qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque la demande est rigide, on doit l'augmenter. Pourquoi? Parce que la demande n'est pas sensible, la demande est rigide. On augmente le prix pour augmenter la rentabilité, pour augmenter la recette totale et par conséquent augmenter le profit. Donc on a vu à travers l'élasticité qu'il y a plusieurs prix à adopter selon les situations. Selon les situations, on peut soit augmenter le prix, soit garder le même prix lorsque l'élasticité en valeur absolue égale à 1. On a oublié de dire ça. Lorsque l'élasticité en valeur absolue égale à 1, il faut garder le même prix qu'en pratique. Donc il ne faut pas augmenter ni diminuer le prix. Donc on a vu que plusieurs situations se présentent en fonction de la nature de la demande. Et donc on peut fixer différents niveaux de prix. Mais se référer uniquement à la demande n'est pas suffisant. Plutôt se référer à l'élasticité n'est pas suffisant pour calculer le prix selon la méthode de la demande. Donc il faut tenir compte d'une autre variable qui est le prix psychologique. Donc pour déterminer le prix psychologique, on choisit un échantillon, d'accord, représentatif de la population, comme si on veut faire une étude de marché. On choisit un échantillon, on lui pose deux questions. Au-dessus, ça veut dire le niveau supérieur, au-dessus de quel prix considérez-vous que le produit est très cher? Ça veut dire à partir de quel prix vous considérez que ce produit-là est cher? Donc le consommateur, ou bien l'échantillon, chaque personne va donner un niveau supérieur. D'accord? Donc on fixe la limite supérieure. On pose la deuxième question, au-dessous de quel prix, ça veut dire la limite inférieure, au-dessous de quel prix vous considérez que ce produit-là est de mauvaise qualité. Donc les gens vont répondre, les membres de l'échantillon, chacun va avoir une réponse spécifique. Après la réponse, on va calculer ou bien on va examiner les résultats. Et on va retenir la réponse de la majorité. On ne tient pas compte de la minorité. On tient compte de la majorité. Qu'est-ce que la majorité a répondu? Si la majorité, par exemple, a répondu par un prix X, donc je vais le retenir, la limite supérieure. Si la majorité répond pour le prix inférieur avec un prix Y, donc je vais le retenir. Comme ça, j'aurai un plafond et un plancher. Au-dessous de ce prix-là, le produit est conçu comme étant de mauvaise qualité. Donc, le consommateur en question ne va pas acheter. Et au-dessus de ce prix, les consommateurs considèrent que ce produit-là est de mauvaise, trop cher, donc ils ne peuvent pas acheter. Comme ça, on a fixé la limite supérieure, la limite inférieure. Il nous reste une zone entre le plafond et le prix minimum. D'accord? À l'intérieur de cette zone, on fixe un prix. Généralement, on tient compte des coûts. Généralement, on va calculer les coûts, on va prendre en considération les prix de la concurrence et on fixe à l'intérieur de cette zone un prix qui s'appelle le prix d'acceptabilité. Ce n'est pas le prix psychologique, on n'est pas arrivé au prix psychologique, c'est le prix d'acceptabilité. Et c'est à partir du prix d'acceptabilité qu'on va calculer le prix
psychologique. Comment on fait? On dit que le prix psychologique, c'est le prix d'acceptabilité qui maximise la fonction d'acceptation. Qui maximise la fonction d'acceptation. Ça veut dire qui paraît comme étant moins cher et différent du prix d'acceptabilité, mais en réalité, il n'est pas très différent du prix d'acceptabilité. Par exemple, si le prix d'acceptabilité est égal à 100, le prix psychologique c'est 99. D'accord? Ce prix psychologique maximise la fonction d'acceptation. Ça veut dire que c'est le maximum de rentabilité que l'entreprise peut obtenir tout en tenant compte de la psychologie du consommateur. Parce que le consommateur a l'habitude, d'après bien sûr plusieurs études qui ont été effectuées sur son comportement, ce consommateur a l'habitude de comparer les chiffres du gauche à droite. Donc il va comparer au niveau de 100 dirhams, il va comparer 10 avec 9. Donc il va remarquer que 10 c'est supérieur à 9. Le prix d'acceptabilité. Oui, supérieur, mais légèrement. C'est pas un prix qui est très loin du prix d'acceptabilité. Donc, si le prix d'acceptabilité est égal à 100, d'après la réponse bien sûr de l'échantillon, le prix psychologique, on va mettre. Non, c'est pas 50. 99. Si le prix d'acceptabilité est égal à 50, qu'est-ce qu'on va mettre? 49. En réalité, il n'y a que 1 dirham de différence entre 50 et 49, ou bien entre 100 et 99. Mais psychologiquement, le consommateur perçoit une grande différence. Pourquoi? Parce qu'il compare 5 avec 4. Parce que dans sa perception, il compare du gauche à droite. Donc, les chiffres qui se situent à gauche, il les compare. On a 5, au niveau de 50, on a le 5, et au niveau de 45, on a le 4. Donc, il compare 4 et 5. Psychologiquement, pour lui, il y a une différence, mais dans la réalité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une grande différence. Et ça stimule l'achat. Lorsqu'on met 100 dirhams et lorsqu'on met 99 dirhams. Les articles à 99 dirhams seront plus vendus que les articles à 100 dirhams. Alors qu'en réalité, il n'y a pas une grande différence entre 100 et 99. Donc ça, c'est le prix psychologique qui est calculé à partir du prix d'acceptabilité. Et le prix d'acceptabilité est fixé à l'intérieur d'une zone d'acceptabilité qui est délimitée par 2 limites. Le prix à partir duquel le consommateur ne va pas acheter le produit parce qu'il le considère comme étant cher, et le prix au-dessous duquel le consommateur aussi ne va pas acheter parce qu'il considère que ce produit-là est de mauvaise qualité. Parce que le consommateur a une certaine attitude, il a une réflexion qui concerne les produits. Et là, bien sûr, un rapport qualité-prix qu'il ne peut pas y renoncer. À un niveau inférieur, il ne peut pas acheter le produit parce que c'est de la mauvaise qualité. Il peut acheter un produit de mauvaise qualité. Il faut que ça soit utile. Parce que je vais quand même verser une somme d'argent, même si ce n'est pas très important, mais je vais verser une somme d'argent. Donc, au-dessous de certains prix, le consommateur considère que le produit est de mauvaise qualité, donc il ne va pas l'acheter. Donc il reste une zone à l'intérieur de laquelle le producteur ou bien l'entreprise va fixer un prix bien déterminé, peu importe les facteurs qu'elle va prendre en considération. Ça peut être le coût, ça peut être la référence, ça peut être d'autres variables.
l'essentiel, c'est qu'elle va fixer un prix d'acceptabilité. Et à partir de ce prix d'acceptabilité, elle va fixer un prix psychologique. Et ce prix psychologique doit être pris en considération avec l'élasticité pour fixer un prix sur le marché. Et donc, on a fixé un prix selon la demande. Lorsqu'on prend en considération les deux paramètres, l'élasticité de la demande et le prix psychologique. C'est clair? La troisième méthode, c'est la méthode de fixation du prix à partir de la concurrence. Donc, ça consiste à fixer le prix en examinant ce que fait la concurrence. À ce niveau-là, on a trois possibilités. Je vais voir qu'est-ce que la concurrence fait au niveau des prix. Je vais voir quel est le prix pratiqué par la concurrence. Donc, soit je vais fixer un prix qui est égal à celui de la concurrence, un prix supérieur à celui de la concurrence, ou bien un prix inférieur à celui de la concurrence. C'est bon? Ça, c'est la fixation du prix à partir de la concurrence. Lorsque je vais pratiquer, ou bien je vais utiliser un prix qui est égal à celui de la concurrence, on appelle ça l'alignement sur la concurrence. Lorsque je vais pratiquer un prix qui est supérieur à celui de la concurrence, on appelle ça la stratégie d'écrémage. Un prix supérieur à celui de la concurrence. Et lorsque je vais pratiquer un prix qui est inférieur à celui de la concurrence, c'est la stratégie de pénétration. Donc on va voir ça dans le point suivant. Donc si vous voulez prendre des notes en ce qui concerne l'élasticité, c'est mieux de comparer, si vous voulez, c'est mieux de comparer par rapport à une élasticité qui est égale à 1. C'est mieux que de comparer par rapport à une élasticité qui est égale à 0. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Comparer l'élasticité en valeur absolue par rapport à 1. Donc il y a le cas où l'élasticité est supérieure à 1, comprise entre 0 et 1, égale à 0 ou égale à 1. C'est les différentes situations qui montrent clairement quel est le prix qu'il faut adopter. Par contre, comparer avec 0, ou bien par rapport à 0, c'est uniquement pour détecter la nature des biens. Il n'y a pas une bonne relation avec le prix. C'est pour détecter la nature des biens. Est-ce que c'est un bien substituable? Est-ce que c'est un bien de première nécessité? Est-ce que c'est un bien de luxe, etc. Et donc, ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui nous intéresse, c'est la fixation des prix. Pour ce qui est du prix psychologique, donc voilà, la zone d'acceptabilité. Il faut déterminer tout d'abord la zone d'acceptabilité, comme j'ai dit. Cette zone d'acceptabilité est délimitée par le prix minimum qu'indique le plus grand nombre de consommateurs, au-dessous duquel ces derniers douteraient de la qualité du produit. Ça veut dire qu'ils considèrent que le produit est de mauvaise qualité. Lorsque je doute en ce qui concerne la qualité, ça veut dire que je considère que le produit est de mauvaise qualité. Et le prix au-dessus duquel, c'est-à-dire le plancher, il ne serait pas disposé à l'acheter. Ça veut dire qu'il ne veut pas acheter parce que c'est trop cher. Quant au prix psychologique, on le détermine sur la base, ou bien à partir du prix d'acceptabilité. On le détermine à partir du prix d'acceptabilité, donc c'est celui qui maximise la fonction d'acceptation. Et vous pouvez mettre des exemples. Par exemple, si on a un prix d'acceptabilité égal à 100, le prix psychologique égal à 99. Si on a un prix d'acceptation égal à 50, donc c'est 49. Si
Si on a 200, il faut mettre 199, et ainsi de suite. C'est bon? Donc après la méthode de fixation de prix, on passe aux stratégies de prix. Les stratégies de fixation de prix, parce qu'il y a des stratégies et des stratégies surtout appliquées dans le cas d'un nouveau produit. C'est les stratégies que j'ai avancées tout à l'heure. Lorsqu'une entreprise, par exemple, fabrique un nouveau produit, elle veut le lancer sur le marché, d'accord? Elle va voir la concurrence. C'est-à-dire abstraction faite des coûts et de la demande. Parce que généralement, il n'y a pas une bonne méthode ou une mauvaise méthode pour fixer le prix. Un prix qui est bien étudié, c'est un prix qui prend en considération les trois méthodes, qui est fixé selon les trois méthodes. Je répète, un prix bien étudié, un prix bien fixé, c'est un prix qui est calculé en utilisant les trois méthodes. La méthode des coûts, la méthode de la demande ou la méthode de la concurrence. Ou bien à partir de la concurrence. Généralement, c'est ce que font les entreprises. Elles calculent une zone d'acceptabilité, elles prennent en considération l'élasticité à l'intérieur de cette zone d'acceptabilité, et elles prennent en considération ce que fait la concurrence en matière de prix et les coûts. Et à ce moment-là, elles fixent un prix d'acceptabilité, à partir duquel elle va fixer, bien sûr, un prix psychologique. Donc je reviens, après cette remarque, je reviens aux stratégies. Donc la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement et la stratégie de pénétration. Donc la stratégie d'écrémage, fixer un prix supérieur à la concurrence, la stratégie d'alignement, fixer le même prix que celui de la concurrence, et la stratégie de pénétration, fixer un prix inférieur à celui de la concurrence. Voilà. Donc pour la stratégie d'écrémage, il faut bien écouter. Donc c'est une stratégie de prix élevé pratiquée pour une clientèle qui est prête à payer ce prix élevé. On ne peut pas fixer un prix élevé pour une clientèle qui ne peut pas payer ce prix. Normalement, la stratégie d'écrémage, ça signifie qu'il y a une cible de consommateurs qui a un pouvoir d'achat supérieur. Donc, ça coïncide avec un prix qui est élevé. Donc, ça consiste à fixer un prix qui est élevé pour une clientèle solvable, prête à payer ce prix. Généralement, c'est une stratégie utilisée pour les produits de luxe. Utilisée pour les produits de luxe. Donc là où on cherche à augmenter le prix pour la distinction, pour la discrimination, et pour satisfaire une clientèle solvable qui dispose d'un pouvoir d'achat élevé et qui est prête à acheter ce produit-là avec ce prix élevé. Bien sûr, cette stratégie présente l'avantage de la rentabilité, puisque le prix est élevé, donc ça va augmenter la recette totale. Et lorsque la recette totale augmente, le profit augmente. Donc c'est une stratégie qui est rentable. Mais c'est une stratégie qui est rentable. Quel est l'inconvénient de cette stratégie? Fixer un prix qui est élevé. Elle ne va pas toucher toute la population et toutes les cibles. C'est une stratégie qui ne permet pas de toucher toute la population et toutes les cibles.
cible. C'est une stratégie discriminatoire parce qu'il ne satisfait qu'un segment spécifique. Si ce segment meurt, disparaît, donc l'entreprise va faire faillite. Donc c'est une stratégie qui n'est pas vraiment garantie. Surtout lorsqu'il y a un nouveau concurrent qui vient sur le marché et qui fabrique le même produit avec un prix inférieur. Donc là, ce sera la faillite pour l'entreprise et la disparition de l'entreprise. Donc elle est risquée. Cette stratégie d'écrémage, elle est très rentable, mais elle est risquée. Deuxième stratégie, la stratégie de pénétration qui consiste à vendre le produit avec un prix qui est inférieur à celui de la concurrence. Donc ici, on accepte de ne réaliser qu'une marge bénéficiaire très faible. Vendre le produit avec un prix inférieur à celui de la concurrence, ça veut dire qu'on va limiter la marge bénéficiaire. Bien sûr, c'est une stratégie qui est aussi rentable parce qu'on va jouer sur la quantité. On sait très bien que la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité. Donc, soit on joue sur le prix pour augmenter la recette totale dans le cas de la stratégie d'écrémage, soit on diminue le prix, mais on joue sur la quantité. Donc, la quantité va augmenter, la recette totale va augmenter. C'est une stratégie, bien sûr, qui est rentable. C'est une stratégie, on appelle cette stratégie une stratégie guerrière. Ça vient de la guerre. Parce qu'à travers cette stratégie, on cherche à casser la concurrence, à éliminer le fait de vendre avec un prix qui est inférieur à celui de la concurrence. Ça veut dire que la concurrence va être obligée de diminuer aussi ses prix, si elle veut survivre. Si elle ne diminue pas ses prix, tous les clients vont se détourner vers nous et donc l'entreprise concurrente va être éliminée du marché. Donc c'est une stratégie guerrière qui a des avantages et qui a aussi des inconvénients. Donc les inconvénients, c'est qu'elle est moins rentable que la première, mais elle est plus sécurisée que la première parce qu'avec des prix abordables, on arrive à toucher tous les segments. Et on aura bien sûr plusieurs segments, donc si un segment disparaît, on peut exploiter les autres segments qui restent. Donc là, il y a plus de sécurité. Ça permet à l'entreprise d'accaparer une grande part de marché en retirant des clients à la concurrence. Donc on augmente la part de marché lorsque je diminue le prix pour un même produit. Ça permet de diminuer la part de marché de la concurrence et d'augmenter notre part de marché. D'accord? Quel est l'inconvénient de cette stratégie, la stratégie de pénétration? Les coûts de production augmentent parce qu'on va jouer sur la quantité, donc il faut produire plus. Donc cette stratégie nécessite une augmentation des coûts de production. Quoi encore? L'inconvénient. Ça, c'est un avantage. Oui. C'est moins rentable que la première. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas beaucoup de rentabilité. Même si on joue sur la quantité, elle reste rentable, mais pas autant que la stratégie d'écrémage. Oui. Reste dans la même chose. Je n'ai pas bien saisi. Rester dans le même sens, c'est ce qu'on voulait dire. Ça veut dire quoi? On reste dans le même sens. L'inconvénient, le principal inconvénient de cette méthodisation de prix à partir, bien selon la stratégie de pénétration, c'est que le risque.
est entré en guerre avec la concurrence, si on diminue le prix par rapport à la concurrence, il faut envisager le scénario du pire. C'est que le concurrent diminue aussi ses prix et adopte des prix inférieurs aux nôtres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Diminuer encore. Peut-être, mais on va arriver à un niveau minimum, c'est-à-dire le coût. Est-ce qu'on va vendre le prix, est-ce qu'on va vendre le produit avec le coût de revient, avec un prix qui est égal à celui du coût de revient? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à vendre, à entrer en guerre avec la concurrence jusqu'à vendre nos produits avec un prix qui est égal au coût de revient, là où on ne réalise pas de bénéfice? Parfois, on est obligé. On diminue, la concurrence diminue. On diminue, la concurrence diminue. Jusqu'à on arrive à un prix qui est égal au coût de revient. Et on vend avec un prix qui est égal au coût de revient. Et on va attendre qui c'est qui va disparaître le premier, qui c'est qui va résister et qui c'est qui va disparaître du marché. Donc c'est une stratégie qui est risquée. Surtout lorsque la guerre entre les concurrents, ou bien lorsque la guerre des prix entre les deux concurrents débouche, ou bien s'effectue entre deux concurrents qui sont puissants. Parfois, lorsque, par exemple, une entreprise et une autre de taille moyenne, ou bien qui n'est pas tellement puissante comme la première, c'est profitable pour l'entreprise la plus puissante. Mais lorsqu'il y a égalité de force, c'est là où il y a où la guerre peut durer un certain temps avant la disparition de l'un de ses concurrents. D'accord? Alors, la troisième stratégie, c'est la stratégie d'alignement sur la concurrence. Ça veut dire pratiquer les mêmes prix que ceux de la concurrence. Donc, c'est une stratégie qu'on utilise lorsqu'on n'a pas un grand poids sur le marché. On choisit d'adopter les prix de la concurrence. Si la concurrence augmente les prix, nous, on va augmenter les prix. Si la concurrence diminue, on diminue les prix, donc on va suivre la concurrence. Généralement, c'est la politique pratiquée par les moyennes et petites entreprises. Bien sûr, c'est une stratégie qui a des avantages. L'avantage, c'est que le risque est limité. Le risque est limité, c'est que il y a une facilité de la fixation du prix. Il n'y a pas un calcul, l'utilisation de méthodes, etc. On adopte le prix de la concurrence. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas aussi rentable que les autres. Cette méthode n'est pas tellement rentable. D'accord? Il n'y a pas de question en ce qui concerne la stratégie de prix, ni la politique de prix. On passe à la politique de distribution, dans la communication. Donc, qu'est-ce que la distribution? La distribution, c'est l'ensemble des opérations par lesquelles un bien sortant de l'appareil de production est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur. Alors, on n'a pas sauté la politique de communication. On n'a pas sauté la politique de communication. Ça sera le point suivant. Je préfère commencer par la distribution avant la communication. Donc on va revenir là, à la politique de communication. Ce n'est pas le dernier chapitre, ce n'est pas le dernier point. La politique de communication qui est le dernier point. Maintenant, la politique de distribution. Et il nous reste 2 séances, je crois. La semaine prochaine et la semaine d'après. C'est tout? 2 séances. Donc on aura largement le temps de terminer, bien sûr, les 2 politiques, la politique de distribution et la politique de communication. Donc pour la distribution
production est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur. Donc la politique de distribution, c'est toutes les activités qui interviennent depuis la sortie du produit de l'usine, c'est-à-dire de l'appareil de production, jusqu'à la consommation, jusqu'à ce qu'il vienne dans les mains du consommateur. Donc, quelles sont ces activités? Quelles sont les activités qui interviennent? Imaginez un bien qui sort de l'usine, la sortie de l'usine. Il sort de l'usine, il est encore dans l'entreprise, mais il vient d'être fabriqué, donc il sort de l'appareil de production. Et ce produit-là, maintenant, il est dans les mains du consommateur. Donc, quelles sont les différentes activités qui peuvent intervenir jusqu'à sa consommation? Le transport, les réseaux de distribution, donc la mise en place dans les réseaux de distribution, donc ça accompagne le transport, encore le stockage, mettre le produit dans son emballage pour le transporter, donc on appelle cette opération la manutention et l'allotissement. C'est des opérations qui interviennent dans la distribution. L'allotissement, ça veut dire couper les produits en des lots pour pouvoir les transporter. Grâce, bien sûr, à l'emballage tertiaire. On coupe un ensemble d'unités de produits dans l'emballage tertiaire pour pouvoir le transporter. Donc, on appelle ça l'allotissement. La manutention, c'est-à-dire manipuler le produit, le déplacer d'un point à un autre pour le transporter. Donc le transport, la manutention, le stockage, tout ça, ce sont des activités qui interviennent après la production du bien jusqu'à sa consommation. Les fonctions de la distribution. On distingue deux fonctions. On distingue deux types de fonctions. Donc, il y a les fonctions matérielles et les fonctions commerciales. Toutes les activités qu'on a citées, lorsqu'on les examine, on peut distinguer deux fonctions qui sont remplies par la distribution. Il y a les fonctions matérielles et il y a les fonctions commerciales. Les fonctions matérielles sont généralement des fonctions spatiales et des fonctions temporelles. Les fonctions matérielles consistent à réduire les écarts de temps et d'espace qui séparent la production de la consommation. Est-ce que la notion des écarts de temps, écart d'espace, l'écart d'espace, c'est clair? Qu'est-ce qu'on désigne par l'écart d'espace? C'est quoi l'écart d'espace? La distance, très bien. La distance, l'éloignement géographique. Est-ce que c'est proche? Est-ce qu'il y a proximité ou bien il y a l'éloignement? Donc c'est la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation. Un produit qui est fabriqué par exemple au Maroc et qui va être consommé aux États-Unis ou bien en Chine. Donc il y a ou bien un produit qui est produit à Knes et est consommé à Knes. D'accord? Donc il y a l'écart. Un produit qui est fabriqué par exemple à Knes et est consommé à Washington, on va constater qu'il y a un écart d'espace qui est très important.
Par contre, un produit qui est produit à classe et qui est consommé à classe, l'écart d'espace est nul. Il est consommé sur la même classe. Donc la distribution permet de gérer l'écart. Comment le produit va être pris du lieu de production et distribué aux États-Unis. Donc ça, c'est la distribution qui remplit cette fonction à travers ce qu'on appelle le transport. Les écarts d'espace sont réduits avec un élément très important de la distribution, c'est le transport. Maintenant, l'écart d'espace est réduit avec le transport. Le produit peut être produit dans n'importe quel pays et il va être consommé dans n'importe quel pays du monde. Grâce à quoi? Grâce au transport qui réduit bien sûr l'écart d'espace. Et il y a aussi l'écart de temps. C'est toujours dans le cadre de des fonctions matérielles. L'écart de temps, ça veut dire que le produit peut être fabriqué au mois de mai et il va être consommé au mois de janvier. Maintenant, c'est parce qu'auparavant, c'était difficile. Parce qu'il y a des produits périssables. Il y avait des produits périssables qui ne doivent pas être conservés et qui ne peuvent pas être conservés. Et ils doivent être consommés sur place. D'accord? Donc, il y avait l'écart de temps. L'écart de temps entre le besoin et la fabrication. Le produit est disponible pendant certains mois et il n'existe pas pendant d'autres mois. C'était le cas par exemple des fruits et légumes. On sait que les fruits et les légumes, c'est selon la saison. Donc actuellement, avec une fonction de distribution qui est très importante, on trouve les produits, ces fruits et légumes au cours de toute l'année. Toutes les périodes. Si on demande un produit, on le trouve. Un fruit ou un légume. D'accord? Grâce à quoi? Grâce au stockage. Grâce à la fonction du stockage qui est une fonction matérielle de la distribution. Donc les fonctions spatiales, c'est-à-dire les fonctions qui réduisent l'écart d'espace, c'est le transport et la manutention. La manutention, ça veut dire toutes les manipulations, la mise en emballage, le fait de déplacer les produits de l'usine jusqu'au lieu où on va le transporter, ça c'est la manutention. La manutention, c'est pas le transport. C'est les activités qui facilitent le transport. Par exemple, on regroupe des cartons d'emballage tertiaire, on les constitue au niveau de l'usine, après avoir produit le produit. Mais il faut les déplacer de l'usine jusqu'au parking. Parce que là, il y a le grand camion qui va assurer le transport. Donc le déplacement de l'usine au parking, c'est la manutention. Il y a un matériel, il y a un véhicule qui permet de transporter, bien sûr, ces produits. Donc transport et manutention, allotissement et fractionnement. L'allotissement, c'est quoi? C'est le regroupement en des lots. Ça veut dire quoi des lots? L-O-T. Les lots, ça permet de stocker. Mais les lots, ça veut dire les grands emballages tertiaires. On regroupe plusieurs unités en même temps. C'est ça les lots. D'accord? Ça vient de l'allotissement. Donc l'allotissement, c'est mettre les produits en lot. Le fractionnement, c'est l'opération inverse. Quand on transporte les lots pour les distribuer, par exemple, dans une grande surface, les lots sont transportés dans les camions. Lorsque
camion arrive au parking, par exemple, de Valjean, on transporte les lots à l'intérieur. Et à l'intérieur, il faut fractionner, déchirer les cartons et prendre les produits pour les poser dans les rayons. Ça, c'est l'opération du fractionnement. C'est l'opération inverse de l'allotissement. L'allotissement, c'est le regroupement. Et le fractionnement, c'est la dispersion. Ça veut dire détacher l'emballage tertiaire pour pouvoir mettre le produit dans les rayons. Les fonctions temporelles, c'est tirage au sort. Le triage, oui. Le triage qui consiste à sélectionner les produits de la même nature. Parfois, lorsqu'on transporte le produit, et surtout lorsqu'on veut le stocker, on ne va pas stocker les poissons avec, je sais pas moi, avec du lait. Une entreprise qui fabrique le shampoing, qui fabrique, par exemple, qui fabrique les biscuits, le shampoing et quoi encore, le lait. Elle assure le transport de ces produits-là. D'accord? Quand on veut les stocker, est-ce qu'on va stocker le shampoing avec le lait? On va le mettre où? Est-ce que dans le réfrigérateur ou dans le dépôt? Si on met tout dans le dépôt, donc le lait va périmer. Et si on met le shampoing dans le réfrigérateur, donc il faut trier. Le triage. Le triage, ça veut dire regrouper les mêmes produits de la même nature dans le même endroit pour le stocker. Ça vient avec le stockage. Reste le financement des opérations d'aval. C'est aussi une fonction de distribution, c'est une fonction temporelle. Vous avez compris pourquoi le stockage constitue une fonction temporelle? Parce que le stockage permet une répartition de la consommation et de la vente dans le temps. Au lieu que le consommateur trouve le produit pendant des saisons et il ne le trouve pas pendant d'autres saisons, donc il y aura une période d'abondance et une période de pénurie. Au lieu de ça, on stocke les produits pendant la période d'abondance et on va les mettre sur le marché en période de pénurie. Comme ça, on aura une demande et une répartition de la consommation sur le temps. Il n'y a pas d'écart de temps. Donc, c'est le stockage qui permet cet écart de réduire l'écart temporel. Le financement des opérations d'aval. Je te dis là. Le financement des opérations d'aval. Ça constitue un élément pour réduire l'écart temporel. Un élément pour réduire l'écart temporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le crédit. Au lieu que j'attends, par exemple, j'attends 3 années et acheter une voiture, j'attends que j'économise, avoir les ressources nécessaires pour acheter une voiture, il y a le concessionnaire qui va m'offrir la possibilité de crédit. Donc je peux l'acheter aujourd'hui même. Donc il n'y aura pas d'écart de temps. D'accord? La demande va augmenter. La demande sur les voitures, par exemple, va augmenter lorsque les gens vont avoir les ressources nécessaires pour acheter ce bien. Il n'y aura pas de demande tant qu'il n'y a pas de ressources. Alors, pour éviter ce décalage temporel, cet écart temporel, pour le réduire, il y a le financement des opérations d'aval. Des crédits à la consommation, s'il s'agit par exemple des biens de consommation ordinaire, même
carnet de l'épicier, ça existe. Donc, c'est les financements des opérations navales qui permettent de réduire l'écart de temps. Et donc, ça fait partie des fonctions de la distribution. Donc, c'est le distributeur qui fait ça. Oui. Donc, les opérations de financement naval, c'est une partie du service après-vente. Le crédit. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de... Donc, ce n'est pas le service après-vente. Parce que le service après-vente ne comprend pas uniquement le crédit. Il comprend l'installation, le transport, l'entretien, les conseils. D'accord? Donc c'est une partie, un seul élément du service après-vente. À côté des fonctions matérielles, il y a des fonctions commerciales qui sont jouées par la distribution. L'assortiment. L'assortiment, c'est l'ensemble des biens qui sont vendus dans le même endroit. Donc, on parle d'un assortiment qui est profond, comme l'assortiment de Marjan, et d'un assortiment qui est limité, comme par exemple l'assortiment de vignes. L'assortiment de vignes est limité. Il y a quelques produits. L'assortiment de Marjan est profond. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de produits et pour chaque type de produit, il y a plusieurs articles et plusieurs catégories. Les fonctions commerciales aussi qui sont assurées par la distribution, c'est la promotion et l'information. Parce que les distributeurs assurent l'information. Ils informent le consommateur quand on veut acheter auprès des distributeurs. Ils vont informer sur le produit. Même l'épicier informe. Si on lui demande, on lui dit donnez-moi une bouteille de cigari, donc il va vous dire cigari, il n'y a pas de cigari maintenant, mais on a Insex et Sidi Harazan. Donc Sidi Harazan, ça contient tel et tel vigneron et ça permet de. C'est mieux que cigari, donc il donne de l'information. Et en même temps, il fait de la promotion pour la marque. La marque Sidi Harazan, quand il vous dit que c'est mieux que cigari. Donc il cherche à promouvoir le produit. Donc c'est de la promotion. Donc les distributeurs jouent le rôle d'information et de promotion. Et les services annexes, bien sûr, qui sont assurés par la distribution. Les distributeurs. Quels sont les services annexes qui peuvent être fournis par les distributeurs? L'installation, la livraison, quoi encore? Le service après-vente d'une façon générale, sauf pour le crédit, le financement des opérations d'aval. Donc vous voyez, monsieur, la première partie, c'est des fonctions matérielles et le reste du service après-vente, c'est des fonctions commerciales. D'accord? Lorsqu'on raisonne en termes de la distribution. Alors, quel est le rôle de la distribution et quelle est la différence entre circuit et canal de distribution? La distribution, ou bien les distributeurs, ont pour rôle de réduire le nombre de transactions
le rôle du distributeur. Qu'est-ce qu'un canal et qu'est-ce qu'un circuit de distribution? Un canal est constitué par la chaîne des intermédiaires commerciaux qui acheminent le produit du producteur au consommateur. Donc on distingue un canal ultra-court ou direct, un canal court et un canal long. Par contre, un circuit de distribution est constitué de l'ensemble des canaux interdépendants pour distribuer le produit. Les distributeurs permettent de réduire le nombre de transactions. Pour rappeler la définition de la transaction, lorsqu'on a étudié les concepts de base, c'est quoi une transaction? C'est un échange, tout simplement. Et quelle est la différence entre la transaction et l'échange? Si c'était l'échange, on aurait dû étudier un seul concept, soit l'échange, soit la transaction. C'est un échange de valeurs. Oui, c'est un échange pour lequel on se met d'accord sur le lieu, la date, les termes de l'échange. C'est un échange, mais lorsqu'on se met d'accord, lorsque les gens qui vont échanger se mettent d'accord et déterminent le lieu de l'échange, la date de l'échange et les termes de l'échange. C'est ça la transaction. La transaction, c'est l'opération d'échanger les deux biens. Alors, le distributeur ou bien la distribution permet de réduire le nombre de transactions. Et lorsqu'on réduit le nombre de transactions, ça réduit aussi les coûts. Je vous donne des exemples. On suppose qu'il n'y a pas de distributeur. Il n'y a que le producteur et les consommateurs. D'accord? Supposons qu'il y a une entreprise productrice qui va fabriquer des biens et elle s'adresse à 10 consommateurs. Ou bien, c'est dans le cas où il y a une multiplicité des entreprises et une multiplicité de consommateurs. Donc on va augmenter le nombre d'entreprises parce que l'intérêt des distributeurs apparaît quand il y a plusieurs entreprises et plusieurs consommateurs. Donc on augmente le nombre d'entreprises, on peut travailler avec 2 ou 3 face à 10 consommateurs. 3 c'est correct. Donc 3 entreprises vont vendre à 10 consommateurs. Combien il y aura de relations? Combien de transactions? Il y aura 30 transactions. Chaque entreprise va avoir 10 relations avec les 10 consommateurs. Donc l'entreprise X va avoir une relation avec le premier consommateur, avec le deuxième, avec le troisième, avec le quatrième, jusqu'au 10e. La même chose
les mêmes consommateurs, les 10 consommateurs. Et la même chose pour l'entreprise Z, ou bien la troisième entreprise. Maintenant, si on fait intervenir un distributeur, ça veut dire que les entreprises vont mettre leurs produits chez le distributeur et c'est le distributeur qui va distribuer auprès de tous les consommateurs, les 10. Combien de relations? Combien? 10? 10 seuls. Un distributeur, les entreprises vont mettre leurs produits auprès des distributeurs. Donc combien de relations ici? Chaque entreprise va avoir une relation avec le distributeur, un distributeur. Donc il y a 3 relations. Et le distributeur va distribuer les produits auprès de 10 consommateurs. Combien de relations? Non, entre le distributeur et les consommateurs. 10. Et entre les entreprises et le distributeur. Donc la somme c'est donc 13 au lieu de 30. 13, avec un distributeur, on a 13 transactions, avec ou bien 100 distributeurs, on a 30 transactions. Donc ça permet, le distributeur ou bien la distribution permet de réduire le nombre de transactions. C'est bien? Alors, la question qui se pose maintenant, bien sûr, pour compléter, lorsqu'on réduit le nombre de transactions, on réduit les coûts. On réduit le coût. L'entreprise qui a, ou bien qui veut vendre toute seule ses produits, elle doit être présente partout. Alors que c'est impossible. Une entreprise ne peut pas avoir, par exemple, des moyens de transport pour transporter son produit qui est réalisé, par exemple, au Maroc et va le vendre aux États-Unis. Ça sera très cher pour elle. Par contre, s'il y a un distributeur, il bénéficie des économies d'échelle parce que c'est son métier. Il va transporter pour cette entreprise et pour l'autre. C'est le métier principal. Donc, en termes de coût, l'entreprise doit s'adresser à un distributeur. C'est moins coûteux que d'avoir elle-même ses propres moyens de transport. On sait très bien que les consommateurs sont dispersés géographiquement. Donc comment elle va faire pour toucher tout le monde? Alors que le distributeur, puisque c'est son métier, il peut toucher tout le monde. En plus, il bénéficie des économies d'échelle réalisées au niveau de l'opération de distribution. Alors que l'entreprise, pour l'entreprise, non. Elle ne peut pas réaliser des économies d'échelle. Alors, le canal. Lorsque je parle de la distribution, je parle de canaux et je parle de circuit. Qu'est-ce qu'un canal et qu'est-ce qu'un circuit? Donc un canal de distribution est constitué par la chaîne des intermédiaires commerciaux qui acheminent le produit du lieu de production vers le lieu de consommation. C'est toute la chaîne. Toute la chaîne des intermédiaires. Donc la nouvelle notion ici, c'est les intermédiaires. Un canal, c'est un ensemble d'intermédiaires. Le produit est fabriqué, il est là. Est-ce qu'il est vendu directement au consommateur ou bien on le vend à des intermédiaires et c'est les intermédiaires qui vendent au consommateur? Donc ça dépend. Est-ce que le canal est long ou bien il est court? Donc le canal, c'est l'ensemble des intermédiaires. D'accord? Maintenant, la longueur du canal. Un canal qui est court, c'est un canal qui est ultra court, c'est un canal dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire. L'entreprise qui produit vend directement au consommateur. Ça, c'est un canal ultra court ou direct.
intermédiaires. On a des productions qui se vendent à travers un seul intermédiaire, par exemple. Un seul intermédiaire. Les produits qui se vendent à Machin, généralement, c'est des producteurs qui ont déposé leurs produits là-bas, et les machins vont aux consommateurs. Ça, c'est un canal court. Les produits qui se vendent, par exemple, les fruits et légumes qui se vendent au souk, le marché traditionnel, c'est la vente directe. C'est pas long. Parfois, c'est long. Parfois, c'est un canal long. Parfois, on trouve les agriculteurs qui ont cultivé le fruit, c'est eux-mêmes qui vendent sur le marché. Parfois, on les trouve. Parfois, c'est un canal long. Si, par exemple, l'agriculteur vend à un intermédiaire, grossiste, ce grossiste va vendre à un intermédiaire semi-grossiste, et le semi-grossiste va vendre à un intermédiaire détaillant, et le détaillant vend au consommateur. Ça, c'est un canal long. Il y a parfois ce truc-là au niveau des légumes et des fruits, là où il y a plusieurs intermédiaires. Un circuit de distribution, c'est l'ensemble des canaux de distribution. Généralement, lorsque j'utilise par exemple un canal, il y a des entreprises qui utilisent des canaux courts et longs en même temps. Une entreprise qui vend par exemple ses produits chez l'épicier et chez Magin. D'accord? C'est le cas de le Sieur. Le Sieur, il y a une catégorie qui est déposée au niveau de Magin, donc c'est un canal court, et il y a des produits qui sont déposés, qui se vendent même dans le souk traditionnel, le marché traditionnel. Ces gens-là ont acheté auprès de Magin et Magin a acheté auprès de l'entreprise. D'accord? Donc les canaux, lorsqu'on utilise des canaux courts, longs en même temps, ça c'est un circuit, on appelle circuit de distribution. Alors pour ce qui est des formes de distribution, on va noter rapidement. Les formes de distribution, on a le commerce indépendant et le commerce intégré. Le commerce indépendant, ça veut dire, c'est comme le nom l'indique. C'est comme le nom l'indique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une prise en charge des activités de la distribution par un certain nombre d'intervenants. Ça veut dire que c'est des unités de distribution et qu'il n'y a pas de relation. Chaque distributeur est indépendant. S'il vous plaît, ne prenez pas de photos. Donc, le grossiste, les grossistes ou bien les détaillants, ça constitue un commerce indépendant. Parce qu'il ne supporte pas, le grossiste se charge uniquement de l'opération de vente. Il achète auprès du producteur, il vend à un distributeur ou bien au consommateur. Donc il se spécialise au niveau d'une seule opération de distribution. Et il est indépendant du producteur et du consommateur. Il est indépendant. Il est indépendant des détaillants, il est indépendant des consommateurs, il est indépendant de toute autre forme de distribution. Le commerce intégré, comme le nom
les opérations du moment où le produit sort de l'usine jusqu'au moment où il est chez le consommateur. Et ça, c'est généralement fait par les grandes surfaces et par les supermarchés. Parce que les grandes surfaces, c'est des distributeurs spécialistes. Donc, ils ont les moyens de transport, ils ont les entrepôts de stockage, ils sont expérimentés au niveau des opérations de distribution. Donc, c'est eux qui transportent le produit par leurs propres moyens. Donc, ils envoient leurs propres moyens de transport chez leur entreprise. Cette dernière va livrer le produit. Donc, c'est le distributeur qui assume toutes les opérations. Les opérations de transport, les opérations de stockage, les opérations d'allotissement, les opérations de triage, les opérations de fractionnement. Toutes les opérations sont supportées par ces intermédiaires ou bien dans ce qu'on appelle le commerce intégré. Et les grandes surfaces, au niveau des grandes surfaces, on trouve en même temps les fonctions de grossistes et les fonctions de détaillants. Parce que Rochon, c'est pas uniquement un grossiste, mais un détaillant. Ça intègre les deux. Ils vont pour une cible en gros, et ils vont pour le consommateur particulier, en détail. D'accord? Donc, il n'est pas spécialiste dans une opération, il intègre toutes les opérations de la distribution. C'est ce qui fait la différence entre le commerce intégré et le commerce indépendant. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.